Bonjour à tous, je m'appelle Taha et pour ce meet-up, je serai accompagné de Jérémy qui parlera un peu plus tard pour Bonjour. animer la. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'utilisation qui peuvent être faite par des développeurs ou des data scientists des différents services d'IA qui peuvent être disponibles via API et qu'on appelle donc AI as a Service, donc pour l'acronyme. Rapidement, pour nous présenter, on est une petite équipe, on est lyonnais. On a commencé à faire du conseil en data science et en IA en 2017, avant de commencer à utiliser ces services et puis en faire un produit. Et en fait, on a décidé d'appeler le produit Eden parce que c'est le nom du petit de Samy, qui est notre CTO. On s'embêtait en fait à essayer de trouver un nom et puis on s'est dit, tiens, autant faire d'une pierre deux coups et donner le nom Eden au petit, enfin c'est Samy qui a eu cette idée, et au produit. Et là, actuellement, on se focalise sur ce produit et on va prochainement, dans les prochains jours, annoncer notre première levée de fonds et on est soutenu par d'assez beaux business angels qui sont issus de belles boîtes tech. Donc, on a le cofondateur de Docker, Datadog, Algolia dans nos investisseurs qui, du coup, nous accompagnent dans ce développement. Voici pour les présentations. Et donc, pour aborder un peu ce sujet, je vais préciser un peu ce que nous, on entend par l'IA dans les technologies qu'on présente et qu'on a regroupées en 6 familles. On va d'abord adresser les technologies de reconnaissance d'image, la vision, les technologies de text mining et de NLP, donc l'extraction d'informations à partir de corpus de texte, les technologies de speech et d'audio, donc ce qui permet de retranscrire des fichiers audio et des audios en du texte. Et puis, on a 3 autres catégories un peu particulières. L'OCR, qui est une branche de la vision, mais qui, pour rappel, correspond à l'extraction de texte depuis les images. La partie machine translation, qui est la traduction automatique. Et un petit mot donc, à la fin pour la partie machine learning et donc la génération de modèles prédictifs pour de la classification ou de la régression notamment. Voilà pour préciser un peu le scope sur lequel nous on travaille. Et là, je vais donner quelques exemples. Je ne sais pas à quel point les participants sont initiés dans ce domaine, mais à chaque présentation, on a bien donné des exemples concrets. Je vais sur la partie reconnaissance d'image. Les 2 premiers, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en parlerai tout à l'heure. Mais on va retrouver notamment pour la partie OCR la possibilité d'utiliser ces moteurs pour extraire de l'information depuis des documents administratifs ou des factures, avec notamment la complexité qu'il peut y avoir à aller retrouver des informations dans des tableaux. Pour la partie texte et speech, alors tout ça, c'est des exemples sur lesquels nous-mêmes on a été amenés à travailler quand on faisait du conseil. Vous avez la traduction automatique, et là, vous aurez droit à une petite démonstration tout à l'heure sur ce que ça donne, notamment sur des documents en chinois. La reconnaissance de speech, la retranscription, donc le speech to text, qui permet de retranscrire notamment en particulier des appels dans les centres d'appel pour derrière analyser le contenu. Et text mining de manière plus générale. Et notamment, on a été amené à faire ça pour une société dans la banque qui avait beaucoup de documents à traiter pour qualifier des opportunités de prêt. Donc, c'est des exemples de cas d'usage de ces API. Et sur la partie machine learning et prédiction, ça peut être pour de la prédiction de vente. On l'a appliqué pour un laboratoire pharmaceutique ici à Lyon, pour de la détection de fraude, notamment en assurance, pour de la classification de déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance, du coup, et de la segmentation client, qui est beaucoup plus liée à ce qu'on appelle le clustering. Là, je vous ai donné rapidement quelques exemples de cas d'usage de ces technologies. Et là, on va rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Quand on veut développer un algorithme d'IA pour traiter une certaine forme de données, on va avoir 2 approches. La première approche, qui est ce qu'on appelle le custom made, c'est-à-dire le fait maison, qui va correspondre à l'utilisation de libraires open source, qui doivent sûrement parler à certains ici, donc Scikit-Learn, TensorFlow, du SpaCy pour du NLP.
Et ces algos vont être développés par des équipes en interne ou externes, donc avec des consultants. Et cette approche-là, ce qu'elle garantit, c'est une indépendance par rapport à des fournisseurs externes et surtout de pouvoir adresser des sujets très spécifiques. Ça ne va pas être notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre manière de faire, qui va être d'utiliser directement des solutions d'IA disponibles directement sur le marché, qui vont permettre d'adresser des besoins très récurrents et qu'on va retrouver dans beaucoup d'entreprises, avec simplement un petit paramétrage à faire. Et donc, c'est le sujet de notre meet-up aujourd'hui. Je préciserai simplement que dans ces technos, on va retrouver deux types d'API et de moteurs. Le premier type, ça va être les modèles déjà pré-entraînés, où vous allez avoir des fournisseurs qui ont déjà entraîné leur propre modèle et en fait, vous allez venir directement les consommer via API. Ça peut être pour de l'OCR, pour de la traduction automatique, pour de la retranscription d'audio. Et une autre famille qui est peut-être moins connue, où ces mêmes fournisseurs donnent la possibilité à l'utilisateur de venir entraîner son propre modèle et du coup d'avoir un modèle beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus efficace pour le traitement de sa problématique. Voilà, ça c'était un petit point pour bien clarifier les catégories de moteurs qui existent. Et donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour choisir entre fait maison et prêt-à-porter. Et là, on va se poser quelques questions. La première question, elle est toute simple, c'est est-ce que j'ai les compétences en interne pour entraîner moi-même un moteur? Il se trouve qu'il y a beaucoup de grandes boîtes qui ont des compétences en interne, des data scientists, ou qui peuvent avoir les budgets pour, mais il se trouve qu'il y a énormément d'entreprises, des PME, ou des startups qui n'ont pas les compétences en interne. Et donc, ce type de service peut être une bonne alternative pour commencer. Derrière, si on a la compétence, est-ce qu'on a les données? Si on veut entraîner un moteur d'OCR ou de speech to text ou de traduction automatique, si on n'a pas les données, ça va être un peu compliqué. Et du coup, utiliser ce type de service peut être, dans ce cas-là, intéressant. Si jamais on a les données, vient se poser une autre question qui est est-ce que je m'autorise ou pas à sortir ces données? On le verra tout à l'heure, mais du coup, c'est des services qui sont pour la plupart dans le cloud. Et donc, si pour des multiples raisons, je n'ai pas la capacité ou la possibilité de sortir de ces données, dans ce cas-là, je suis dans l'obligation d'entraîner moi-même mon propre moteur. Et pour finir, si on a à la fois la compétence en interne, les données et la possibilité ou pas de sortir ces données-là, va venir se poser une question qui est purement budgétaire, en tout cas au niveau des entreprises, qui est la suivante. Est-ce que les frais associés au développement d'un moteur en interne, par donc, des data scientists ou par une société spécialisée, est-ce que ces frais investis vont me couvrir les frais que j'aurai si jamais j'utilise ces services-là, qui, pour faire simple, ont plutôt un coût à la consommation et donc sur le temps. C'est-à-dire que concrètement, si on a des petits volumes à traiter, souvent ces solutions-là vont être moins chères. Et donc, pour attaquer un peu le sujet, je vais vous parler d'un cas sur lequel on a été amené à travailler. On a accompagné une société pharmaceutique, donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur le traitement d'appels d'offres, qui étaient en différentes langues. Et ces appels d'offres, l'idée, le besoin exprimé par l'entreprise, c'était de qualifier ces appels d'offres pour savoir s'ils pouvaient ou pas intéresser l'entreprise. Et donc, concrètement, cette qualification se fait en 3 étapes. La première étape concerne l'OCR, donc l'extraction de texte depuis des appels d'offres, la traduction de ces appels d'offres, puis derrière l'extraction de mots-clés. Et la question qui s'est posée à nous était le choix du meilleur moteur pour ces différentes phases. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en réalité, des moteurs qui sont capables de traiter ce type de données, ou plus généralement des moteurs d'IA, il y en a des dizaines, voire littéralement des centaines. Certains sont proposés par des grands acteurs du cloud, type Google, Amazon, Microsoft, IBM. Et puis, vous allez avoir d'autres qui sont beaucoup plus petits,
et qui vont, de par leur spécialisation, proposer des performances assez impressionnantes. Et donc, la question est le choix de ce moteur-là. Et là, je vais égrener quelques constats qu'on a pu faire et que je vais partager avec vous. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas forcément de meilleurs fournisseurs. Il n'y a pas forcément de meilleurs IA. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la reconnaissance d'image, sur deux cas d'usage. Le premier, c'est pour de la classification de photos de mélanome, donc de tumeurs de la peau, une classification entre mélanome bénin ou malin. Puis le deuxième cas d'usage sur lequel on a travaillé, c'était pour un opérateur téléphonique, avec comme sujet la détection d'un boîtier sur ces images. Et on a remarqué la chose suivante, c'est que suivant le dataset et le besoin de l'utilisateur, eh bien, on avait des classements qui étaient complètement différents. Là, on a classé ces moteurs par accuracy. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que Google marche très bien quand il s'agit de classifier les images pour l'opérateur téléphonique et beaucoup moins bien pour la partie mélanome. Et donc, ça, vous allez le retrouver sur l'ensemble des technologies et l'ensemble des fournisseurs, c'est que vous allez avoir des performances qui diffèrent suivant les données. Et donc, c'est ce qui rend ce marché autant complexe. Autre chose aussi intéressante qu'on a pu constater, c'est que ce qui peut être intéressant avec ces moteurs-là, c'est de venir combiner différents résultats pour optimiser encore les performances prédictives. Vu que pour certains, c'est des moteurs qui ne sont pas très coûteux, ça peut être intéressant de venir les combiner. C'est un point sur lequel on commence tout juste à travailler au sein d'Anaïs sur la combinaison de modèles, mais voilà, je serais ravi si le jour où on aura avancé, de venir vous tenir un petit peu au courant là-dessus lors d'un prochain meet-up, je l'espère. Sur ces moteurs aussi, c'est souvent des moteurs qui sont facturés à l'usage, suivant les volumes qui sont traités. Et ce qu'on peut observer, c'est une certaine volatilité dans les prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le même fournisseur qui sera toujours le moins cher ou le plus cher. Et puis, on a souvent des outsiders qui sont moins connus et qui proposent des prix beaucoup plus avantageux que les autres. Et là, on a mis, pour l'exemple, 4 cas d'usage, de l'OCR, de la face detection, de la traduction automatique et du speech to text, pour montrer un petit peu la variété qu'on peut avoir dans les prix. Donc, pour résumer ce que j'ai pu dire jusque-là, nous, ce qu'on va adresser, ça va être les moteurs d'IA qu'on adresse. C'est la vision texte, speech, OCR, traduction et prédiction. Et on a différencié les deux approches en utilisant des algorithmes qu'on va développer soi-même, des modèles qu'on va entraîner soi-même versus des API directement disponibles sur le marché. Et puis, sur ces marchés-là, sur ces API-là, il y en a énormément, avec un nombre croissant d'acteurs, des performances qui peuvent être vraiment différentes et des prix aussi qui peuvent différer suivant les classements de prix qui peuvent différer suivant le cas d'usage. Voici pour le contexte. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des interrogations jusque-là. J'en ai une. Tout à l'heure, quand tu parles, juste, je ne sais plus si c'est un ou deux slides avant, tu parles de... Voilà, celui-là. Ouais, non, celui sur les non, celui d'après, pardon. Oui. Voilà. Sur le fait d'utiliser... C'est quoi l'approche sur le fait d'en utiliser je comprends l'objectif, mais c'est quoi l'approche que vous adoptez pour utiliser plusieurs moteurs dans ces cas-là? Oui, alors, l'idée, c'est de lancer plusieurs entraînements. Donc, tu te retrouves avec des modèles un peu chez plusieurs fournisseurs. L'idée étant que donc, sur chaque image, tu vas pouvoir l'envoyer à chacun des modèles. Et l'idée étant une image où tous les moteurs sont d'accord entre eux, c'est-à-dire prédisent la même chose, on a une prédiction
qui sera plus pertinente que s'il y a des désaccords. Donc avec des systèmes de vote qu'on peut mettre derrière. Ouais, ok. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que ça va être indexé, impacté par le coût que tu. Il y a un effet coût, je suppose, avec. C'est-à-dire que plus Le fait de, l'accuracy, plus tu la veux forte, plus tu fais tourner des moteurs, plus ça va te coûter cher. Exact. alors, ces modèles-là, ils ne marchent pas comme ça. En fait, tu as souvent un coût à l'entraînement, donc Ouais. qui est un coût initial. Alors, ce n'est pas des coûts non plus très, très importants pour les entreprises, mais je suppose que tu as un premier coût. Après, tu as un coût à la requête pour utiliser ces modèles. Donc, le fait le fait d'utiliser plusieurs moteurs, ça sera plutôt sur le coût de prédiction. Ouais. Parce qu'on va solliciter ces modèles, on va solliciter plusieurs modèles à la fois. D'accord. Après, effectivement, ça représente un coût et on a des clients qui estiment que, entre guillemets, ils rentrent dans leurs frais et préfèrent quand même avoir deux ou voire plus, deux ou plusieurs modèles. Après, il y a aussi une alternative moins coûteuse. C'est en fait de sélectionner finalement le moteur qui initialement donne le meilleur pourcentage de précision, de mettre en place un seuil, un threshold de confiance sur la prédiction. Et si ce moteur n'atteint pas ce seuil de confiance, alors on fait appel à un deuxième moteur derrière qui vient soit confirmer, soit infirmer la prédiction du premier moteur. D'accord. Voilà. Autre option. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Il y a Sylvain, je vois, qui nous dit que c'est un modèle assembliste. Effectivement. Et on ne s'attarde pas trop là-dessus parce qu'on commence tout juste à travailler sur ce sujet. Mais effectivement, je voulais juste en parler rapidement. D'autres questions? Non, c'est bon. Enfin, a Bordeaux, priori, c'est bon, mais. Très bien. Alors, je continue. Donc là, je vous ai un peu présenté le contexte de tout ça. La question qu'on va venir se poser, du coup, c'est comment choisir plus facilement le meilleur moteur et le plus adapté à ces données. Et c'est là où va intervenir Edenai, qui est la solution qu'on développe, où l'idée, c'est de proposer sur un point d'entrée unique plusieurs différents moteurs concurrents en venant standardiser sur certains technos ces fournisseurs-là. L'idée étant de créer ce qu'on appelle un agrégateur d'API ou un hub d'API pour derrière pouvoir solliciter plus simplement différents moteurs. Et c'est là où je laisse la parole à Jérémy qui va vous faire un petit démo pour montrer comment ça marche, notamment avec un petit bout de code. Je te laisse la parole, Jérémy. Yes, je partage mon écran. Hop. Vous voyez mon écran? Oui, ouais, nickel. Très bien. Voilà, donc l'idée en fait c'est un peu de. Je vais peut-être zoomer un peu la page pour le coup. Voilà, ça va comme ça. L'idée c'est de venir un peu illustrer ce que tu as à nous dire. Donc ici on retrouve en fait les 6 familles de technologies dont tu as parlé. Si on va sur Vision par exemple, on va avoir des sous-catégories, donc c'est des sous-types de technologies. On va pouvoir faire appel à des API par exemple de détection d'objets. Donc ça va être de la détection d'objets plutôt généraliste. Ici, ça va détecter tout le contenu explicite qui est contenu dans une image, que ce soit de la nudité, du gore, des armes, etc. Et ici, on va avoir des API de détection faciale, donc qui vont détecter la position des visages, et derrière, qui vont venir détecter, en fonction des fournisseurs, évidemment, on a des paramètres différents qui sont envoyés. Ça peut être si la personne porte des lunettes, si elle sourit, ça peut être l'humeur de la personne, une estimation de l'âge, ce genre d'informations. Si on va par exemple sur l'objet de détection, donc là, la détection d'objet, on va venir sélectionner une image, hop, et on va appeler les différents fournisseurs. Donc ici, on appelle les services de Google, Amazon et Microsoft. Et donc l'idée, c'est de venir en fait benchmarker, de venir comparer les performances des différents fournisseurs. Alors évidemment, là, je le fais sur une image. Dans un cas réel, un cas concret, on va le faire sur un jeu de données entier, un jeu de données plus volumineux afin d'avoir forcément des
des analyses de performance qui sont bien plus pertinentes. Mais ici, ce qu'on peut observer quand même qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir Microsoft qui va reconnaître la plante et les autres ne vont pas forcément réussir à la reconnaître. Amazon, il va réussir à reconnaître le tapis et les autres ne vont pas y arriver. Google, lui, va réussir à reconnaître la lampe. Donc, si on imagine que c'est des déductions qu'on a faites sur un dataset complet qu'on a en notre possession, bah, en fonction de ce qu'on va vouloir reconnaître, si c'est les plantes, si c'est les lumières, si c'est les tapis, on ne va pas choisir le même fournisseur. Au même titre que si notre objectif, ça va être de reconnaître le maximum, d'avoir le maximum d'informations, de reconnaître le maximum d'objets dans les images, et ben, en fait, la meilleure option, ça va être de venir combiner en fait, les résultats des différents fournisseurs. Donc là, c'est plus simple que sur de la classification d'images. Là, on va simplement venir détecter tous les objets qui sont reconnus par tous les fournisseurs. Et on va pouvoir avoir une sorte de super IA, en fait, qui, elle, va détecter beaucoup plus d'éléments. Alors forcément, effectivement, ça implique de payer la requête pour les 3 services. Après, en fait, si vous regardez les coûts pour ce genre de service, ils sont assez faibles. Alors, le coût à l'image, c'est un dixième de centime pour la plupart des fournisseurs. Donc, on est quand même sur des coûts relativement faibles. Voilà, donc évidemment, là, la plateforme sert vraiment à visualiser un peu tout ça, mais l'idée, c'est plutôt d'utiliser ça sous forme d'API. On peut aller aussi faire un petit test sur de l'analyse de sentiments. Donc là, on est sur du NLP, du texte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai récupéré un commentaire de Amazon. Voilà. J'ai pris volontairement un commentaire qui était un petit peu ambigu, histoire de voir un petit peu les différences. Parce que si je prends un commentaire qui dit c'est horrible, n'y allez jamais, forcément, ils vont tous avoir juste. Donc là, on appelle un peu plus de fournisseurs, dont Letria, qui, lui, par exemple, est un fournisseur de niche qui sont spécialisés dans le NLP en langue française. Donc, théoriquement, sur du texte français, ils se débrouillent plutôt bien. Et là, on voit qu'encore une fois, on a des retours qui sont relativement différents. On a Microsoft qui, lui, détecte qu'il y a et du positif et du négatif. Donc, finalement, il ne se trompe pas trop. Il penche plus quand même pour le négatif. Google, lui, il penche plus pour le positif. On a Amazon et IBM qui sont plutôt du genre à pas trop se mouiller, à dire que bon, c'est neutre, on ne sait pas trop. Et Letria, lui, qui voit plutôt du neutre et du positif. Donc là, encore une fois, le fait de venir en fait, tester les différentes solutions en fonction de nos données, et ben, le choix qu'on va faire finalement du fournisseur, il va beaucoup impacter nos performances. Si on ne vient pas tester et qu'on prend d'office Google pour faire toutes nos prédictions, on pourra avoir de très mauvaises performances. Alors que si on vient tester avant et qu'on détermine que ça va être Letria ou Microsoft le meilleur, par exemple, on va pouvoir avoir vraiment des gros gains de performance. Voilà, peut-être une dernière chose qui est assez intéressante, parce qu'elle reprend un petit peu l'exemple de Tara sur les appels d'offres en chinois. C'est le fait de venir faire des pipelines. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir empiler plusieurs technos qui sont disponibles sur le marché pour finalement créer toute une pipeline de données, de traitement de données. Donc, imaginons qu'on a nos appels d'offres qui sont donc en format image ou PDF. On va appliquer de l'OCR dessus. Donc, on va venir tester les différents fournisseurs. On va dire, bon, tiens, Google, il se débrouille pas mal pour l'OCR en chinois. Et derrière, on va venir, par exemple, utiliser un moteur de traduction. Pareil, on va tester. On va voir que, bon, pour passer du chinois au français, le meilleur, c'est Amazon. Et derrière, on va venir faire de l'extraction de mots-clés, par exemple. Et là, pareil, en testant, on va dire Microsoft, c'est celui qui se débrouille le mieux. Et en fait, du coup, on va se retrouver avec finalement un seul appel d'API à faire. Et on va surtout optimiser
chacune des étapes. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais sur l'exemple du texte qu'on allait avoir des grosses variations de performance en fonction du choix d'un fournisseur ou d'un autre fournisseur. Bah là, les variations de performance, elles sont multipliées par 3. Puisque ici, si on choisit mal sur l'OCR, déjà, on va avoir des pertes. Si après, derrière, on choisit mal sur la traduction, on va avoir des pertes. Et même chose pour l'extraction de mots-clés. On va tester rapidement ce qu'on a configuré. Et en fait, là, l'idée, c'est que finalement, sans savoir rien faire, finalement, on ne s'est pas cassé la tête, on a juste testé rapidement quel fournisseur était le meilleur pour nous à chaque étape. Et on va se retrouver avec directement, on envoie une image, on a l'OCR qui est fait, puis la traduction. Et puis finalement, en fait, on se retrouve directement de image à mots-clés. Voilà. Donc finalement, on a une transformation complète de nos données qui passe d'un format image à directement la sortie que nous, on souhaite avoir en fin de pipeline, en fin de projet, qui vont être les mots-clés. Voilà, donc ça se retranscrit ici. Alors, c'est exactement le même principe, mais là, cette fois, on utilise du code. Donc, on appelle ici le moteur de CR, puis le moteur de traduction, puis le moteur d'extraction de mots-clés. Là, par exemple, on a choisi Amazon, mais je peux très bien venir changer de fournisseur, mettre Microsoft, appeler Microsoft, et on va avoir la réponse de Microsoft. Voilà, donc, c'est relativement intuitif de pouvoir switcher. Et là, pareil, je pourrais choisir un autre fournisseur pour la traduction. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette petite démo. Sinon, je redonne la parole à Tara. De mon côté, j'en ai 2, mais je pense qu'on peut attendre la fin de la présentation. Ça sera plus simple. Ok, ça marche. Ouais, de toute façon, je crois qu'on a bientôt fini. Il ne lui reste pas grand-chose à présenter. Normalement, je t'ai rendu le partage d'écran. Ouais, voilà. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon. Parfait. Donc, l'idée avec Edenai, là, vous l'avez compris, c'est de permettre de gagner du temps, notamment sur quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant, à savoir lire des documentations d'API de divers fournisseurs. Aussi de pouvoir, du coup, derrière, optimiser sa pipeline de traitement de données et puis gagner en performance. Et l'idée aussi, c'est que à performance égale, on peut aussi utiliser derrière des moteurs un peu moins chers. Et donc, pour conclure un petit peu cette présentation et partager un petit peu avec vous notre vision de ce marché-là, du marché de ces API d'IA. Premier point, ce qu'on fait avec Edenai a déjà été fait sur d'autres thématiques qui sont la partie stockage et computing, à savoir la possibilité de faire du multi-cloud, c'est-à-dire utiliser plusieurs fournisseurs à la fois, et donc en ayant une vision plus complète du marché et en facilitant donc l'intégration de fournisseurs multiples pour optimiser ces traitements et avoir de meilleures perfs, et toujours en ayant en tête donc qu'à tout moment on peut changer de fournisseur et qu'on casse du coup le vendor locking qu'on peut avoir, à savoir le fait de rester bloqué chez un fournisseur. C'est une tendance de fond dans l'IT en général et qu'on vient du coup ici appliquer sur ce marché-là. Deuxième point important, c'est que effectivement c'est un marché où vous allez avoir beaucoup de gros fournisseurs, Google, Microsoft, Amazon, et puis aussi des acteurs chinois, Alibaba, Baidu. Mais face à eux, vous allez avoir des plus petits fournisseurs qui, de par leur spécialisation, proposent des choses très intéressantes. Et on a cité ici quelques exemples de sociétés avec qui on a échangé, on a trouvé qu'ils avaient de belles des offres de services assez intéressantes. Donc, il y a Unix, qui est une entreprise japonaise sur de la partie face recognition qui s'offre plutôt très bon là-dedans. Techlia, qui est une société grenobloise qui
qui se spécialisent sur l'OCR et en particulier l'OCR manuscrite. Donc, c'est tous des moteurs qu'on va intégrer petit à petit sur la plateforme. Et Cockle qui est une boîte coréenne qui fait de la classification de sons. Donc, c'est un peu comme le speech to text, mais eux, ils vont un peu plus loin. C'est-à-dire sur chaque son, chaque audio, ils essaient de le classifier, de savoir un peu ce qu'il y a derrière, comment on pourrait faire pour l'image. Là, c'était pour donner quelques exemples assez intéressants. Et pour finir, l'autre point, c'est que ces services-là, ça reste quand même une commodité, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir dans un projet un peu plus global, qui n'a pas forcément de meilleurs vendeurs. Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui, que suivant les données que vous allez avoir, ça peut vraiment valoir le coup de regarder un peu plusieurs fournisseurs. D'autant plus que ça dépend fortement de vos données et que c'est des modèles qui évoluent dans le temps. Chacun des fournisseurs fait naturellement évoluer ses moteurs et du coup, vous n'êtes pas sûr que le moteur qui marche bien à l'instant T marchera tout aussi bien au fil des mois. Voici pour la conclusion qu'on voulait de ce propos. Juste avant de finir, je reviens sur le fait que, comme je vous disais au départ, on a levé des fonds, donc on est en plein recrutement. Si jamais il y a des Bordelais qui... alors, il se trouve qu'on est à Lyon, qui est objectivement la plus belle ville du monde. Si jamais vous connaissez du monde qui cherche du boulot sur Lyon, donc sur du dev full stack ou du DevOps en particulier, n'hésitez pas à leur parler de ce qu'on fait. Ça, c'était le petit moment recrutement. Et puis là, on est ouvert pour répondre à des questions que vous pourriez encore avoir. Et je finis là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Merci pour la présentation. Bon, vous avez peut-être la plus belle ville du monde, mais pas le meilleur club de foot. Donc, bon, on ne peut pas tout avoir. Bref, c'est un débat. C'est-à-dire qu'il n'a pas osé citer le rugby, quand même. On s'y attendait. Il n'a pas osé citer le rugby, je ne comprends pas. Moi, j'ai deux questions, du coup. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je peux peut-être commencer. Donc, vous avez montré sur l'exemple de la chaise, là, sur la détection d'objets, 3 API différentes. Est-ce que, du coup, vous avez fait du rétro-engineering, par exemple, pour essayer de déterminer les classes que connaissait chacun des modèles? Est-ce qu'ils savent tous, a priori, prédire des plantes ou il y a vraiment certaines classes qu'on doit pouvoir retrouver, certaines classes d'objets qu'on doit pouvoir retrouver que dans certaines API? Alors, on l'a fait. Mais vas-y, Jérémy, tu avais peut-être... ouais, en fait, c'est des modèles qui sont là pour le coup, ces API de détection d'objets, ils sont ultra génériques. Donc, on suppose que des plantes, des meubles, c'est le genre de choses qu'elles sont censées reconnaître. Après, les fournisseurs, ils sont notamment les gros fournisseurs type Google, Amazon, ils sont pas très communicants en fait sur ce qui se cache derrière leur modèle. Donc, en fait, on n'a pas l'info de leur part de savoir exactement la liste exacte des objets qu'ils sont capables de reconnaître. Donc voilà. En gros, on n'a pas l'info là-dessus. J'imagine que comme les modèles peuvent vite varier, ça peut être aussi difficile de le faire. Exact, aussi le fait que notamment ces acteurs-là, ils mettent à jour leur modèle ultra régulièrement, ce qui d'ailleurs est problématique de devoir toujours suivre leur mise à jour. Et oui, du coup, ils les améliorent en continu. Donc, effectivement, ça évolue pas mal. Ok, merci. Du coup, la deuxième question, si par exemple il y a une même classe qui est détectée par plusieurs API, comment vous faites votre fusion de bounding box? Est-ce que c'est par rapport à des calculs d'air de recouvrement ou des choses comme ça? Ou vous prenez que celle qui a le meilleur indice de confiance? Pour l'instant, on prend celui qui a le meilleur indice de confiance. Ok. Voilà. Après, c'est typiquement le genre de choses qu'on cherche, nous, à améliorer. Parce que les indices de confiance des fournisseurs, c'est quelque chose, comment on se rend compte que on ne peut pas toujours leur faire confiance. Mm. Donc, effectivement, il y a un travail à faire là-dessus et c'est relativement complexe. Mais ouais, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Ok.
Ok, Donc merci. ça, c'était… Tu en avais une autre, tu as posé tes deux questions, Pierre. Oui, c'est bon. Ok. Je rends le micro. Alors, moi, j'en ai une qui a déjà été un peu abordée, donc on va commencer par celle-là. Tu expliques qu'effectivement, les moteurs sont revus régulièrement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de course à l'échalote un petit peu, à être toujours au taquet sur les modèles qui sont formés, reformés par l'ensemble des fournisseurs qui sont proposés? Est-ce que c'est… Parce qu'en gros, c'est votre matière première quelque part. Ouais, Et, complètement. Ouais, Vas-y, je te laisse répondre. vas-y. Bah, Bah, c'est notre, je- je- cheval de bataille un peu. C'est-à-dire que nous, c'est ce qui nous prend énormément de temps et c'est ce qui nous fait, ce qui nous rend la tâche difficile, c'est le fait bah, de devoir suivre les évolutions de tous les moteurs et qui plus est, au-delà de ça même, c'est de suivre en fait l'éclosion de nouvelles startups, nouvelles boîtes qui proposent des nouveaux moteurs qui sont parfois plus spécifiques, parfois plus précis sur certaines tâches ouais, et en fait, ben, il y en a il y en a tout le temps des moteurs qui éclosent comme ça. Donc oui, effectivement, c'est et la pour partie vous, c'est un compliquée du souci. travail. Euh, Bah, c'est un souci, en fait, c'est le souci qu'on essaye de régler avec notre plateforme, concrètement. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il n'y a Voilà. pas… Ok, mais en gros, vous avez trouvé un peu la martingale pour essayer d'arriver à tout suivre. Oui, bah, en fait, bah, alors, euh, pour rentrer dans le détail, nous, comment on fonctionne avec les fournisseurs, on discute avec eux directement. D'accord. Donc, ils nous mettent directement au courant. Bon, évidemment, pour les Google, Amazon, c'est toujours un peu plus laborieux. Mais pour tous les autres, oui, en fait, ils nous mettent au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour de leurs API. Alors, ça, D'accord. c'est pour la partie quand ils modifient leur API. Si, on va dire, API constante derrière, le modèle évolue, ça, on travaille sur un projet sur certains datasets de lancer régulièrement les différents moteurs. Je peux vous le partager si vous voyez toujours mon écran. Ouais. Alors, on n'en a pas encore. Là, pour le moment, on n'a fait que sur l'OCR. On essaie. Alors, ça sera quelque chose de public. L'idée, c'est que sur certains technos, en fait, on ait des datasets qu'on a pour la plupart récupérés sur Kaggle. Et sur ces datasets, en fait, on va lancer à chaque fois les différents, moteurs. Donc là, pour le moment, on a commencé par AWS, Google et Tesseract. Alors ça, c'est sur ce dataset-là parce que Microsoft, il se positionne pas sur l'écriture manuscrite, mais celui-là, ils sont dessus. Et là, on va, au fur et à mesure, suivre en fait l'évolution des différents moteurs. Donc ça, c'est un projet qu'on lance. Je vous mets je mets le lien sur la discussion pour ceux qui sont à distance. Je vous ai aussi mis le lien directement vers l'application pour ceux qui voudraient la tester. Et là, pour le moment, on le fait un petit peu manuellement, mais l'idée, c'est d'essayer d'automatiser ça en ayant donc des datasets fixes et de temps en temps relancer et voir des évolutions. D'accord. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question, Gilles. Ah oui, ça répond à… Mais du coup, oui, on s'est déjà Ça répond aperçu à ma question. on s'est déjà aperçu pour certains projets qu'en fait, on avait comparé les différents fournisseurs, choisi une solution, et finalement, on s'aperçoit que 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard, bah, en fait, le classement a changé et donc on n'est plus sur le même fournisseur qui donne les meilleures perfs. Ça nous est déjà arrivé. D'accord. Sylvain? J'ai une question, Tara, sur un point un peu critique que tu soulevais Est-ce dans que ton Sylvain, exposé. juste, Sylvain, est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro ou de ta machine? On t'entend pas Alors, très je bien. décris, je vais mettre en très gros plan. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est parce que c'est le Covid qui me tue, là. Ma Ah, voix. Désolé. Tara, j'aimerais revenir sur un des points que tu soulevais dans ton introduction, qui était assez critique, qui était la confidentialité des données lorsqu'on les met dans le cloud. Est-ce que tu penses que ce point va aller en s'améliorant? Est-ce qu'il va y avoir des solutions de la part
des providers. Oui, Même alors, si je suis, en fait, même si je suis une petite société, je n'ai pas forcément envie que mes données se baladent sur le cloud de manière assez sensible. hmm. Alors, effectivement, il y a là-dessus, il y a deux réponses. La première réponse, c'est on va dire que théoriquement, ces acteurs-là, si on regarde bien leurs conditions générales d'utilisation, ne sont pas censés faire n'importe quoi. On va dire ça, c'est voilà. Donc, mais on va dire que c'est pas un sujet qui concerne que ces moteurs d'IA. Il est beaucoup plus global sur le stockage des données, les applications qui sont de toute façon déployées sur du Amazon ou Google. Donc, et là-dessus, nous on le voit avec l'essentiel de nos clients, ils sont quand même passés au cloud. Hein. Donc, c'est un peu la démarche qu'on a pu voir. Et l'idée, c'est juste d'utiliser d'autres services. Après, il y a des trucs intéressants. Il y a une société qui s'appelle Private AI, qui est une société canadienne, qui justement va proposer de l'anonymisation de données. Avant, et ça peut être intéressant de le faire, par exemple, si on veut faire du NLP. Si on veut qualifier des textes, vous utilisez leur moteur, vous avez une anonymisation, et puis derrière, vous pouvez envoyer vos corpus de texte à différents fournisseurs. C'est des solutions qui peuvent exister et qui peuvent un petit peu rassurer par rapport à ça. Après, sinon, il y a des moteurs, du coup, notamment par exemple sur le NLP, les TRIA qu'on a montré tout à l'heure, qui sont français, donc qui respectent déjà un peu plus certaines règles que les Américains, et qui plus est, proposent pour certains du on-premise, où du coup, on a moins de soucis. Ok. Moi, j'avais une question. Alors, c'est toujours... Comment Pardon, excusez-moi, je n'ai pas le Covid, mais ça va quand même. Désolé, Sylvain. Comment est-ce que vous faites pour dire c'est moi qui suis... Est-ce que vous avez la prétention, pardon, à dire en fait, j'ai tellement d'API, j'ai été exploré dans tous les coins, que monsieur le client soit complètement rassuré, tu ne trouveras pas mieux sur le marché. Est-ce que c'est une démarche dans laquelle vous êtes ou vous avez vraiment une spécialisation particulière, soit sur des créneaux de marché, soit historiquement sur les clients que vous avez eus, tu vois, mais c'est quoi votre approche un peu Alors, l'idée, c'est que, alors à date, évidemment que non, pas sur la plateforme. Juste sur la démo, vous avez peut-être dû vous dire, tiens, il manque tel ou tel fournisseur sur ce qu'a montré Jérémy. L'objectif pour nous, c'est de... Alors, Oui, j'ai un écho. Vous bon. m'entendez? Non, Ok, pardon. Vas-y, t'as nous, l'objectif, c'est que on se restreigne à certaines catégories de moteurs, donc les plus utilisés, mais que sur ces moteurs-là, on essaie d'être le plus exhaustif possible. C'est-à-dire qu'on n'ira pas sur des moteurs trop spécialisés, trop niches, mais que si on prend par exemple, je sais pas moi, l'OCR, la traduction ou des choses, j'allais dire grand public, parce que c'est pas le bon terme, mais qui sont très utilisées, là-dessus, si on a quand même notre objectif, c'est d'être plus exhaustif. Donc, en commençant d'abord en intégrant nous-mêmes ces moteurs, puis à fur et à mesure, et en espérant que la boîte se développe bien, que les fournisseurs viennent eux-mêmes en fait s'intégrer sur notre plateforme. Donc, on commence à en discuter avec certains, mais voilà. C'est un peu notre vision en tout cas pour le produit. D'accord. Alors, ma question, je vais la faire autrement, c'est comment on peut, qu'est-ce que tu me donnes comme argumentaire pour que je puisse te recommander à mes clients? Alors, l'idée, déjà, c'est qui tes clients? Ça dépend un petit peu Ça va être de tout, ça va être de la PME, ETI, de la grosse boutique. Alors, nous, on adresse avec le produit surtout des profils développeurs. C'est-à-dire que je suis dev, donc je sais que je vais besoin
vouloir intégrer un moteur d'OCR, de speech to text, etc. D'accord. Donc, je sais un peu déjà ce que je cherche. Je sais aussi que si je commence à regarder tous les moteurs d'OCR ou tous les moteurs de speech to text, je vais en avoir pour des plombs. Ça va me prendre plusieurs jours de travail sans grande valeur ajoutée parce que bon, c'est juste lire des docs d'API, les implémenter et puis tester avec mes données. Là, nous, ce qu'on va pouvoir proposer très rapidement, c'est un gros gain de temps, à minima déjà sur les moteurs qu'on a déjà. Quitte à derrière pouvoir aller chercher ailleurs. OK. Ensuite, l'idée, c'est que sur les moteurs qu'on aura, le fait de rester sur notre API, ça donne une garantie de se dire à tout moment, je peux changer de fournisseur. Je peux, si je le souhaite, modifier de moteur modifier de moteur parce que les coûts ont changé, parce que tiens, il y a un nouveau fournisseur qui a de meilleures performances. Et puis voilà, le scope de ce qu'on propose. Et peut-être aussi rajouter que si ton client il a besoin d'OCR, il a très très fort probable qu'il n'ait pas besoin uniquement d'OCR, mais qu'il ait besoin de faire autre chose derrière du texte qu'il a extrait. Oui, exactement. Oui, voilà. Et là, du coup, il doit aller choisir un fournisseur pour l'OCR et après un fournisseur pour faire du NLP et après un fournisseur pour faire la traduction, etc., il doit faire l'étape de chercher le fournisseur et de le comparer 3 fois. Et surtout, il doit aller contracter avec un mec qui vend de l'OCR. Après, il doit aller contracter avec un mec qui vend de la traduction. Et après, il doit aller négocier avec un mec qui vend du NLP. Alors que s'il passe par la plateforme, il va juste avoir un compte sur la plateforme et il va pouvoir avoir accès à tout sans aller créer de compte nulle part. Ouais, dans le menu, c'est la partie pipeline, hein, c'est ça, sur le lien C'est que tu nous ça, as ouais. mis. Exact, ouais, ça. D'accord. Donc là, effectivement, à façon, je vais pouvoir monter. D'accord. Alors pendant que vous étiez en train de causer, j'ai effectivement été voir un petit peu, je me suis inscrit sur votre plateforme et j'ai été voir. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, comme tu le disais, Jérémy, tout à l'heure, je trouve que c'est assez intuitif. C'est plutôt pas mal. Après aussi, pour compléter un peu quand je posais la question qui est le client, nous, on va pas venir se substituer à une connaissance métier ou à une expertise que va apporter un consultant. C'est pas du tout notre sujet. On vend pas vous venez, vous allez tout trouver chez nous. Voilà. C'est plutôt un outil qui d'ailleurs s'adresse plus à des profils techniques en fait. Là, on est en intégration chez plusieurs cabinets de conseil notamment. Qui, au lieu de faire perdre du temps à leurs consultants ou aller simplement tester ces moteurs, préfèrent directement avoir une vision le plus exhaustive possible. C'est sur quoi on travaille en tout cas, ouais. en disant directement. Très bien. Mais on ne va pas venir. Voilà. C'est un peu notre positionnement. Du coup, moi, j'ai une dernière question. Je pensais en avoir fini, mais non. Une problématique plutôt sur la partie MLOps. Du coup, là où j'ai du mal à cerner, c'est est-ce que votre solution a plutôt pour rôle de découvrir les API et finalement d'identifier pour un certain cas d'usage quelle API est la plus intéressante, ou est-ce que c'est vraiment pour faire entre guillemets de la prod? Et si c'est de la prod, du coup, est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des garanties pour essayer justement de s'assurer que les performances au cours du temps ne diminue pas dans le sens où si des modèles des API sont remplacés et que une certaine tâche qui marchait bien avant ne marche plus aujourd'hui, est-ce que vous avez des alertes, des choses comme ça? Oui, alors c'est un truc sur lequel on travaille. L'idée, c'est que pour le moment, nous, notre API, c'est juste on précise le paramètre et derrière, ça redirige vers le bon fournisseur. Un de nos axes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de mettre un dataset et de pouvoir benchmarker un peu en continu les différents fournisseurs. Et ça, c'est un truc sur lequel on travaille. On ne l'a pas encore, mais c'est un de nos axes de développement. Et après, nous, de notre côté, on garantit que dès qu'il y a un fournisseur qui propose un nouveau moteur, que nous, on mette à jour, bien sûr, l'API de Edenred. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Ou si Jérémy a des choses à ajouter. Non, peut-être aussi rajouter qu'on essaye au maximum
de faire en sorte que l'intermédiaire que l'on est entre l'utilisateur et les fournisseurs impacte pas ou très peu la vitesse d'exécution, en fait, le temps de réponse des moteurs qui sont appelés. Donc là-dessus, l'impact est minime. Bon, Ok, merci. Ok. Au vu de l'heure, peut-être qu'on peut terminer là et effectivement, le mail de Ta est ici, si jamais il y a des questions ou sur Slack ou sur la page Meetup. Et puis, merci beaucoup. Et merci à vous pour votre présentation. Merci à vous pour la presse et la démo. C'était clair. Très clair. Super, merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent créer un compte, là, je vous ai envoyé le lien, mais vous pouvez aller directement sur notre site avec un compte Gmail, vous pouvez le faire assez facilement. Puis merci encore pour votre invitation. Bonne question.